Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre sur La Première. Voici les titres de votre journal. Suite aux bons chiffres de la délinquance durant le confinement, le gouvernement interdit de nouveau la vente d'alcool réfrigéré en Polynésie. Cela concerne aussi les vins et cidres. Vous allez entendre l'avis des Polynésiens et des commerçants. Les familles et commerçants de la rue Paul Bernière privés d'électricité aujourd'hui. La faute à des travaux de maintenance de TNJ, des coupures difficiles à gérer pour certains magasins. Les frontières sont ouvertes à destination des États-Unis. Quelles sont les conditions d'entrée sur le territoire américain et comment revenir aux Fénois? Lucille Guichet-Tirao nous apportera un éclairage sur ces questions. À tout à l'heure. Sébastien Lecornu est le 3e ministre des Outre-mer reçu par le gouvernement Fritsch. Il arrive ce soir en Polynésie. Comme ses prédécesseurs, il aura fort à faire avec le sujet brûlant du nucléaire. Enfin, pour terminer en beauté, des produits de la terre, des engrais naturels made in fénois. Ça se passe à la foire agricole de Vairao, des formations in situ aussi. Une première exceptionnelle à découvrir dans AI fénois. Nous vous le disions hier soir, après concertation avec les maires, le Conseil des ministres interdit de nouveau la vente d'alcool réfrigéré en Polynésie. La vente sera donc limitée de 8h à 18h en semaine et de 8h à midi les week-ends et jours fériés. Et cette fois, les vins et cidres sont concernés. Qu'en pensent les Polynésiens et les commerçants? On voit cela avec Natacha Silagi et Patrick Sinsing. Nouvelle interdiction, nouvelle affiche. Plus d'alcool réfrigéré à la vente et le maintien d'une amplitude horaire restreinte pour en acheter. Quelle est votre réaction par rapport à cette nouvelle décision? Je trouve que ça change, le vent d'alcool va encore baisser et les gens iront dans les coins où c'est glacé. Et les clients se plaignent parce qu'il y a des endroits où c'est frais et ils le vendent en cachette. Côté consommateur, les restrictions autour de la vente d'alcool restent un bon thème de débat. Il faut attendre je ne sais pas combien de temps là, alors que tu as tellement soif, tu vois. C'est encore mieux quand tu t'arrêtes au magasin, la bière elle est déjà fraîche. Pour moi, c'est bien qu'on garde les horaires qu'on avait fait pendant le confinement. Ça ne change rien. Parce que ce soit réfrigéré ou non pas réfrigéré, les gens vont venir acheter. Le tribunal administratif avait annulé les restrictions au mois d'avril dernier, estimant qu'elles portaient atteinte à la liberté du commerce. C'est le groupe Van qui avait déposé plainte, en montrant du doigt les cavistes ou magasins spécialisés qui n'étaient pas concernés. Aujourd'hui, eux aussi sont privés de vente réfrigérée. Qu'est-ce que vous vendez le plus en boissons réfrigérées, alcoolisées? Alors c'est plutôt les champagnes et les bières. Les clients y viennent. Du coup, quand ils ont une soirée, par exemple le soir, du coup, ils ont la possibilité de prendre tout ce qui est frais, en fait. Mais les maires sont unanimes. Le couvre-feu et l'interdiction de vendre de l'alcool après 18h contribuent à la paix sociale. Beaucoup de maires, dont je fais partie, partagent l'idée suivante, c'est que ça a ramené une certaine paix dans les foyers et surtout dans les quartiers difficiles. Plus de bière fraîche à consommer dès la sortie du magasin, des mesures qui pourraient de nouveau être contestées devant le tribunal. Et puis, ce fait divers aux Marquises, Anne-Lise Masson, 2e médecin du dispensaire de l'île de Ouapo, a eu une grosse frayeur hier soir. Fraîchement arrivé il y a 15 jours, un individu s'est introduit hier soir chez elle et a tenté de l'agresser physiquement. La victime a déposé une plainte à la gendarmerie de Lille. Je vous propose d'écouter son témoignage au micro de Lionel Dehamouane. Alors hier soir, j'étais très fatiguée parce que c'est ma semaine d'astreinte. Donc je suis allée me coucher à 20h30. J'ai dû plus ou moins m'endormir quand vers 21h, il y a un jeune homme qui est rentré dans ma chambre en fait. Il a réussi à rentrer par la baie vitrée de la maison que j'avais oublié de fermer. Et en fait, il a commencé à me toucher à travers la moustiquaire. Donc je me suis réveillée et là je me suis mise à crier. Voilà, mais donc c'était une jeune personne qui m'éblouissait avec son téléphone, avec la lampe torche qui était allumée en fait. Et voilà, et donc une fois que j'ai crié, il est parti en fait, il s'est enfui. Mais bon, c'est vrai que moi j'étais très paniquée suite à l'incident, je me suis tout de suite enfermée dans la maison et en fait j'ai pu appeler la gendarmerie suite à l'incident, quoi.
Le retour à Tahiti et cette grosse coupure de courant à Pire est suite à des travaux de maintenance réalisés par EDT. De 8h à 14h, les familles de la rue Paul Bernière ont été privées d'électricité, mais ce sont surtout les commerces et restaurants qui ont dû gérer les caisses et le congeler sans avoir de pertes. Ismaël Tahiata et Béaliao. Mieux vaut ne pas avoir le vertige quand on est électricien, surtout quand il s'agit de remplacer un transformateur tout là-haut. Une fois le courant coupé, les prises de terre installées et la circulation régulée, le travail peut commencer. L'opération semble être délicate, mais pour ces spécialistes du kilowattheure, elle est pour le moins banale. Par semaine, on peut avoir 2 à 4 coupures par semaine. Là, aujourd'hui, on est à Pire, demain, peut-être, on est à Papenon, suivant le programme. Et ça se fait le lundi, avec une réunion de coupure. Il y a les consignateurs et les chefs. Après, là, ils voient comment ça se passe dans la semaine. C'est la panne générale dans ce magasin. Tout ce qui est périssable va au réfrigérateur. Pour la coupure de courant qui se fait de 8h à 14h, ce n'est pas évident pour nous, ça nous pose un gros problème. Donc avec les moyens de bord, le patron il est allé acheter des lumières LED pour qu'on puisse, que le magasin soit un peu plus éclairé. Mais ça ne s'arrête pas là. Même la machine enregistreuse est inutile. C'est comme ça, on écrit tout à la main. Tout, c'est retour à l'ancienne, à la main, calculatrice et marqué dans le cahier. Pour vis-à-vis de la comptabilité. Idem pour ce restaurant, plus d'électricité, plus de lumière et plus d'appareils électriques. C'est embêtant, mais bon, après on fait avec, comme toutes les autres années. On essaie de faire en sorte à ce que ça continue à tourner. Donc à l'extérieur, exceptionnellement, on met des réchauds à gaz. Voilà, au moins c'est juste pour cette matinée, Qui se situe en face de l'Hyper-U. Lors des précédentes opérations, EDT mettait à disposition des groupes électrogènes pour pallier la coupure de courant. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Les groupes électrogènes ne sont plus posés sur les réseaux. Nous informons nos clients au minimum une semaine à l'avance via les SMS, les mails, notre site internet EDT et via la distribution de tracts physiques pour permettre justement à nos clients de prendre leurs dispositions par rapport à ces coupures. Un transformateur changé, un autre en maintenance, plus d'une vingtaine de poteaux haute et basse tension remplacés à Pire 1 et tout ça en 4 heures. Demain, ce sera au tour de la résidence de Green Valley. Et notez que la location d'un groupe électrogène à la journée coûte près de 160 000 francs. Également dans l'actualité, à Tarahui, l'opposition s'inquiète déjà de l'arrivée des 1600 nouveaux fonctionnaires dès le mois de juin. Ce matin, Eliane Tevahitua, représentante du Tavené, a interrogé le président Edouard Fritsch sur l'efficacité du protocole sanitaire actuellement en place à l'aéroport de Fa'a, puisque dès l'ouverture des vols le 1er mai dernier, certaines images montrant des accolades et des embrassades laissent à désirer sur la sécurité des Polynésiens. Mais pour le moment, la seule destination vacances ouvertes sont aujourd'hui les États-Unis. Lucille Guichet-Tira, où vous êtes avec nous. Les contraintes sanitaires incitent les Polynésiens à partir? Alors, un air de vacances, peut-être, mais en tout cas, il faut en avoir vraiment envie. Pour ce qui est de la vaccination, les États-Unis considèrent les personnes vaccinées seulement 2 semaines après les 2 injections pour les vaccins Pfizer et Moderna et 2 semaines après l'unique injection pour les vaccins Johnson. À noter que les États-Unis ne reconnaissent pas la catégorie immunisée et ils recommandent une vaccination complète avant le voyage. La vaccination, elle va jouer en fait sur la quatorzaine, mais elle n'exempte pas de tests. Comment ça se passe pour les personnes souhaitant partir ? Alors, les démarches au départ, elles sont un petit peu fastidieuses, on peut le dire. J-6 avant le départ pour les États-Unis, il faut faire sa déclaration sanitaire et déclarer son motif impérieux sur démarchesimplifiée.fr et également faire une déclaration sur le site de la ville de Los Angeles. À J-3 avant le départ, un test PCR, c'est 17 000 francs à Tahiti ou un test antigénique à 5 000 francs. À noter qu'il y a un stand dans l'aéroport de Tahiti Fa'a, donc il est possible de réaliser ce test antigénique le jour du départ.
Au moment de l'embarquement, n'oubliez pas vos justificatifs, l'attestation du Haut-Commissariat et les résultats négatifs au test. Et enfin, à l'arrivée à Los Angeles, pour les personnes vaccinées, il n'y a pas de quatorzaine. Les vacances peuvent commencer. Et pour les personnes qui sont non vaccinées, la quatorzaine est recommandée de 7 à 10 jours selon les résultats du test. C'est aux voyageurs de l'organiser. Et les États-Unis recommandent de faire un autre test à J+3 avec des kits vendus dans les pharmacies, Chiquita. Et au retour ? Alors au retour, c'est toujours un petit peu fastidieux, j'ai envie de dire. Donc entre J-3 et J-6 avant le retour à Tahiti, le formulaire ETIS à remplir en ligne et toujours à J-6, le retour, la déclaration toujours sur démarchesimplifiée.fr pour déclarer son statut sanitaire et son motif impérieux. À J-3 à Los Angeles, on fait le test PCR pour les plus de 11 ans. À noter que dans le parking qui est face à l'aéroport de Los Angeles, il y a 3 centres de dépistage qui proposent des résultats sous 24 heures et les tests PCR coûtent $125. À l'embarquement, on n'oublie toujours pas ces justificatifs, le récépissé ETIS, les résultats négatifs du test et l'attestation du Haut-Commissariat. Et enfin, à l'arrivée à Tahiti, pour les personnes qui sont vaccinées, il n'y a pas de quatorzaine. Le test antigénique à l'arrivée et l'autotest à J+4 pour les plus de 6 ans. Et pour les personnes qui ne sont pas vaccinées, la quatorzaine obligatoire en centre dédié, un test antigénique sur place et un test PCR à J+4 et à J+8. À noter que pour les adultes qui seraient vaccinés mais qui voyagent avec des enfants qui ne sont pas vaccinés, la quatorzaine reste obligatoire pour les enfants à partir de 6 ans. Enfin, il est conseillé de souscrire à une assurance voyage avant de partir. Merci beaucoup, Lucille Guichet, pour cet éclairage. Vous savez tout maintenant avant de partir aux États-Unis. Et parallèlement à toute cette effervescence, la vaccination se poursuit dans les îles comme à Bora Bora. Un vaccinodrome a été installé place Tuvavau. Les premières injections ont débuté à 8h ce matin avec pour premiers volontaires les maires adjoints et les conseillers municipaux. Une façon de motiver la population à faire de même. Sur place, personnel médical, guides sanitaires et bénévoles de l'île s'assurent que la prise en charge se déroule dans les meilleures conditions. Les précisions de Daniel Ponia au micro de Rosanna Maïhota. Avec mon mari, surtout moi, parce que j'ai vu sur Facebook qu'ils avaient mis en place cette organisation et j'ai dit à mon mari, il faut qu'on y aille. Puisqu'on a des petits-enfants qui se trouvent à Tahiti, on a un fils qui se trouve en France. Donc si pour voyager, on peut se déplacer sans avoir de problème à l'aéroport, voilà, c'est pour ça. C'est un vaccin qu'ils attendent parce qu'il faut qu'ils se protègent, qu'elles se protègent aussi. Et nous sommes venus pour cela. Puisque vous êtes une île qui accueille des touristes, et donc il faut absolument vous protéger, mais également vous protéger de vos familles qui viennent des autres îles, voire de Tahiti. Et le bilan Covid du jour, 18 cas actifs dont un seul cas nouveau depuis hier. 2 patients sont hospitalisés, dont un en réanimation. Près de 29 Polynésiens sont complètement vaccinés. Près de 47 000 attendent encore leur deuxième injection. Voilà qui referme donc ce volet santé. Au chapitre social, après Sabena Technique, la semaine dernière, un autre préavis de grève a été déposé cette fois à Air Tahiti par le syndicat et moi. Parmi les griefs invoqués, la fin du favoritisme ou le respect de la réglementation sur le port des charges lourdes. Si aucun accord n'est trouvé, la grève sera effective mercredi prochain. Vous le savez, le ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu, arrive ce soir. Ça n'est pas une surprise pour les opposants du parti majoritaire en place. À quelques mois de l'arrivée annoncée du chef de l'État, il est le 3e ministre des Outre-mer accueilli par le gouvernement d'Edouard Fritsch. Et le véritable problème que ses prédécesseurs n'ont jamais pu résoudre est bien celui du nucléaire. Ayata Tarhau et Meko Vanfo. Il faut que le nucléaire ne soit pas chaque fois une question qui empoisonne les relations, mais qui au contraire puisse être une façon de se projeter vers l'avenir. Mais comment se projeter dans l'avenir quand les discours se suivent et se ressemblent et que les actes ne se formalisent pas? Je voudrais dire que c'est la première fois que les associations sont reçues, discutent, échangent avec un ministre du gouvernement. Mais vous êtes favorable à la mise en place d'une étude indépendante? C'est important parce que ça s'appelle de la co-construction.
de la co-construction sur la base d'une réconciliation. Comment se réconcilier quand encore trop de choses sont tabous, cachées derrière un nuage toxique? J'étais à Bora Bora il y a quelques jours, il y a un jeune qui m'a dit Madame la ministre, est-ce que ce sujet est encore tabou? Non, il n'est plus tabou. Il n'est plus tabou parce que nous avons joué la transparence. Une transparence totalement bafouée par les révélations de Disclose en février dernier et dont seuls les plus convaincus y ont cru. Aujourd'hui, c'est l'heure de la vérité pour savoir vraiment à quel niveau nous avons été contaminés et quelles en seront les conséquences réelles pour nos enfants demain. Si je devais retenir deux sujets, c'est le sujet de la réouverture des frontières avec la France, parce que ça, c'est un enjeu touristique majeur. Et cette question du nucléaire, j'allais dire, encore une fois, une discussion, une table ronde. J'ai l'impression qu'on tourne en rond sur ce sujet. La transparence sera-t-elle encore prônée aujourd'hui alors qu'une escale discrète à Moruroa est chuchotée? Une île où les essais nucléaires ont bien eu lieu mais dont les répercussions sur la santé des Polynésiens sont invisibles. Les malades, eux, existent, mais sûrement pas sur un îlot aujourd'hui gardé scrupuleusement par des militaires. Serait-ce alors pour préparer la table ronde? Cette table ronde à Paris, il faut un préambule, c'est-à-dire venir ici au Fénois, puisque le mal a été fait ici chez nous. Il faut absolument venir et discuter, mais avec tout le monde. Je pense que c'est le moment opportun pour tout le monde, une main tendue qui nous est donnée aujourd'hui, qui nous est offerte, saisissons-la. Une chance ou une énième rencontre, tout dépendra des interlocuteurs. Edouard Fritsch a d'ailleurs lancé aujourd'hui une invitation au groupe politique de la majorité pour assister à une rencontre avec Sébastien Lecornu. En attendant, c'est lundi prochain que se tiendra le COSCEN, la commission de suivi des conséquences des essais nucléaires. Autre rencontre peut-être qui pourrait s'ajouter au planning du ministre des Outre-mer, celle avec les syndicats des fonctionnaires d'État. À ce sujet, Marianne Routier, secrétaire général adjoint de la Fédération générale des fonctionnaires, sera l'invité café de votre matinale radio demain matin. Culture, direction pour cela les Marquises, où chaque petite structure qui se crée dans l'archipel est un réel événement. Et si elle arrive à tenir dans le temps, c'est encore mieux. C'est pourquoi l'unique école de danse de Nukuhiva Kanahau Uri a tenu à fêter ses 6 mois d'existence. Depuis son ouverture en octobre dernier, elle a attiré beaucoup de danseuses de tous les âges et elle compte à ce jour une 50aine d'élèves. Fort de son succès, l'école envisage des projets, comme nous l'explique Annabella Ukena au micro de Marie Curva. Nous sommes en train de faire des répétitions intensives tous les jours, de lundi à vendredi, parce que nous allons avoir notre premier show le 19 juin. Donc ça, c'est la première étape. C'est pour pouvoir montrer aux parents, aux familles, à la population, tout le travail que nous avons fait depuis 6 mois. Ça, c'est la première. La deuxième, c'est qu'à la rentrée du mois d'août, nous allons essayer de faire rentrer des hommes dans notre danse pour pouvoir développer l'école de danse de Nukuhiva. Voilà une école qui pourra peut-être un jour participer à des concours à Tahiti, puisque la 27e édition de Heiva des écoles de Uri Tahiti aura bien lieu du 2 au 13 juin au Grand Théâtre de la Maison de la Culture, et cela en respectant rigoureusement les mesures sanitaires et les 400 personnes dans le public, avec bien sûr le port du masque obligatoire, l'aboutissement de toute une année de dur labeur pour les écoles, comme le confirme Reyar Iteai, qui amène son école pour la première fois. Un challenge, je crois que je ne réalise pas encore, je réaliserai quand on aura fini. Mais on bosse depuis maintenant 3 mois sur ce spectacle. Et qu'est-ce que ça représente? En ce moment, ça représente beaucoup de boulot et beaucoup de fatigue. On a travaillé spécifiquement sur des compositions d'un ami à moi qui a écrit des chansons qui s'appelle Douglas Tuahine. On va essentiellement baser le spectacle sur ses compositions à lui et voilà. Et les billets pour le Heiva des écoles seront en vente sur Internet ou directement à la Maison de la Culture dès demain. En sport, c'est ce soir que se disputent les finales du tournoi des associations, des AS, compétition qui clôture donc la saison de volleyball après le challenge de Polynésie il y a quelques semaines et le championnat fédéral. La finale des femmes a débuté à 17h entre Tamaripunarou et le Pire Air
club de volleyball suivra la finale des hommes entre Pirée Club et Tefana. Un résumé vous sera proposé dans vos éditions d'information demain soir. Enfin, pour clore cette édition, la foire agricole Te Hutunui no Tayarapu To'o Autira nous ouvre ses portes pour la première fois. Artisans, agriculteurs, mais aussi de jeunes apprentis assistent à des démonstrations. La richesse de la terre est à l'honneur et la formation des jeunes au cœur de cette foire exceptionnelle. Noura Mourad et Sandrouli. Une intervention particulière ce matin sous le chapiteau de la mairie. Une démonstration de fabrication d'engrais poissons, mais particularité cette fois-ci sans odeur. Une technique à fabriquer soi-même avec des ingrédients 100% naturels. On a récupéré ici, c'est du déchet juste broyé qu'on a fait cuire. Peu appétissant, mais un acquis important pour le futur des nouvelles générations. Ce matin, j'étais présent là avec tous les agriculteurs pour voir comment utiliser nos produits, comment planter nos produits, nos légumes, nos fruitiers en utilisant des produits naturels. Nous optons sur les jeunes, c'est la nouvelle génération à partir de l'école maternelle primaire, nos porteurs de projets. Ça, c'est plus facile de faire passer ce message-là. Et aujourd'hui, je pense que ce n'est pas uniquement dans notre commune, c'est toute la société, toute la Polynésie. Le message a l'air d'être assez clair dans la tête des jeunes présents aujourd'hui. Au stand du CGA, on nous explique les différentes façons de semer une graine. Alors nous, on fait 3 types de semis. On a la semis à la volée, on a les semis en sillon et on a les semis en poké. Pour nous, c'est vraiment c'est ça qui va nous donner à manger aussi. Hein. C'est quand on plante, on récolte, on plante plus de salade et de concombres. Ce sera ça notre salade à l'école. Justement, un peu plus loin, la boucle est bouclée, des fruits et légumes, tous issus d'une agriculture biologique, une initiative saluée par les exposants. C'est une bonne chose, hein. Ça permet quand même les agriculteurs à se faire connaître et à valoriser un peu leur temps et leurs produits. Un événement rythmé par de nombreuses animations et concours et tous les midis par une vente de mât, Tahiti et de poissons frais. On a souhaité redynamiser le secteur primaire. Et au fur et à mesure, on s'est réunis, donc on a pu baptiser l'événement. Te Hutunui no Tayarapu To'o Autira, donc il veut dire les grandes valeurs de Tayarapu Ouest. Et c'est dans ce sens-là qu'on a voulu mettre en valeur cet événement. Sur les 2 premiers jours, plus de 500 visiteurs, une influence encourageante face à la construction d'une jeunesse impatiente d'être autonome et prête à répondre aux exigences des JO de 2024. Voilà à découvrir jusqu'à dimanche à la mairie de Vairao. Voilà qui referme cette édition dont je vous rappelle l'information principale. Le gouvernement interdit de nouveau la vente d'alcool réfrigéré sur l'ensemble de la Polynésie et cela concerne aussi les vins et cidres. À la une de vos quotidiens demain, la dépêche titre « Pieds nus ou en savate, une conduite qui n'est pas sans danger ». Tahiti Info, Fakarava entre eau bénite et eau salée. Tahiti Pacifique titre sur ses 30 ans, joyeux anniversaire TPM, une édition collector. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Merci de nous rester fidèles. 5 heures, vos infos radio aux commandes de vos journaux du week-end, Vito Tap-O et Ayata Tarhau. À suivre 2 épisodes de votre série The Good Doctor, 20h50 en liberté. Très belle nuit sur la première et excellent week-end à tous à lundi. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet